Nous sommes à 11 jours de l'élection présidentielle. 11 candidats sont qualifiés. Nous les recevrons tous avant le premier tour avec Anne-Claire Coudray sur ce plateau qui, vous le voyez, est très élyséen. Benoît Hamon, vous êtes notre troisième invité. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Benoît Hamon. Vous le savez, notre première question est la même pour tous les invités. Vous, président, quel serait votre premier geste symbolique? Je compléterai la devise républicaine d'un principe, la laïcité. Parce que la laïcité, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, libres, égaux et fraternels. Alors, les Français vous connaissent bien, c'est votre première candidature, mais vous faites partie du Parti socialiste depuis très longtemps. On va tout de même revenir sur votre parcours avec Christophe Jacubizine. Regardez. Avant de vouloir être président de la République, Benoît Hamon faisait partie d'une bande de copains. D'abord celle du syndicalisme étudiant contre la loi de Baquet et à la présidence des jeunes socialistes, puis la bande de Michel Rocard avec les étoiles montantes de la deuxième gauche qui s'appelait alors Manuel Valls, Jean-Christophe Cambadélis et Benoît Hamon. Mais les influences du jeune Benoît sont multiples, notamment l'un de ses pères spirituels, Henri Emmanueli, dont il pleurait il y a quelques jours la disparition. C'est sans doute de cette filiation qu'est né l'esprit frondeur qui déjà lui faisait contester la ligne du parti aux côtés de Vincent Peillon et d'Arnaud Montebourg et choisir le camp de Martine Aubry en 2008. En 2014, il s'allie avec Manuel Valls et Arnaud Montebourg pour pousser Jean-Marc Ayrault hors de Matignon, mais il claque 4 mois plus tard la porte du gouvernement Valls avec les frondeurs. Désormais, c'est seul qu'il a choisi de gravir la dernière marche. On l'a vu il y a un instant, de la gauche du gouvernement, de Michel Rocard, à François Hollande, à la gauche d'opposition d'Henri Emmanueli. Est-ce que vous ne payez pas aujourd'hui cette ambiguïté, cette ambivalence? Est-ce qu'elle n'a pas un peu déboussolé les électeurs? Dans gauche de gouvernement, il y a gauche et gouvernement. Gouverner pour gouverner, ça n'a pas beaucoup de sens. Et surtout quand on est élu sur un programme qui est un programme qui doit améliorer la vie des gens. Et c'est la raison pour laquelle moi aujourd'hui, mon projet politique vise d'abord à protéger les Français et à leur dire la chose simple suivante, c'est qu'on peut parfaitement demain avoir un gouvernement de gauche qui transforme la réalité qu'ils vivent sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi, sur l'accès aux soins, l'accès à l'éducation. On peut changer cela en gouvernant. C'est d'ailleurs ma gauche. Ma gauche, elle vise à gouverner, mais à ne pas oublier, quand elle gouverne, qu'elle doit transformer la société et travailler à plus de justice sociale. C'est peut-être cela qui a manqué dans les dernières années. On parlait de la gauche, il existe clairement aujourd'hui une dynamique Jean-Luc Mélenchon. Comment vous expliquez que pour l'instant, ils réussissent mieux que vous à rassembler les gens de gauche? Écoutez, moi, je veux vous dire le fond de ma pensée. Le 8 mai, nous allons nous réveiller avec un nouveau président de la République. Un nouveau ou une nouvelle présidente de la République. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que le 8 mai au matin commence un agenda, une chronologie qui nous amène hors d'Europe. Et le vrai désaccord que j'ai avec Jean-Luc Mélenchon, c'est celui-là. On peut aujourd'hui avoir un discours qui est un discours qu'on peut entendre et qui peut être séduisant. Mais derrière, il y a un chemin qui nous mène à la sortie de l'euro et de l'Europe. Moi, je n'en veux pas. Moi, je ne veux pas préparer demain les nouvelles générations à se dire que la France pourrait vivre hors de l'Europe et nous choisirions quoi? Le camp de M. Poutine pour renégocier les frontières? Nous choisirions quoi demain, finalement, d'être plus fragile, d'être plus vulnérable, dans un moment où la France n'a jamais été aussi menacée par le terrorisme, menacée sur le continent européen de ne pas pouvoir justement jouer son rôle de grande nation. Je pense. Mais ça vous étonne qu'un tel discours est une écoute? Mais je pense qu'il y a ce discours-là qui existe, comme il en existe un autre, contre lequel je me mobilise également. C'est celui qui laisserait à penser que le sort des Français pourrait se jouer avec moins de protection sociale et moins de services publics. Moi, je veux être le candidat, je l'ai dit, d'une gauche qui gouverne et qui protège. Protéger, c'est quoi? Protéger nos entreprises d'abord, en leur garantissant par exemple que 50% de la commande publique aille aux entreprises de nos territoires. C'est protéger nos emplois, mais aussi notre modèle social. Ma proposition d'un revenu universel, elle vise à améliorer la feuille de paye, augmenter le salaire net, pour faire en sorte que le travail ait un sens, qu'on ne choisisse pas de ne pas travailler pour gagner plus que quand on travaille. Ça, c'est aussi ma proposition. Puis je veux dire une dernière chose, protéger aussi nos anciens. Je suis frappé quand même, et ça on n'en parle pas dans cette élection, je suis frappé de voir qu'aujourd'hui, on laisse beaucoup de nos anciens, non pas mourir dans l'indignité, mais sans s'occuper aujourd'hui d'eux, comme nous le devrions, dans les maisons de retraite où il n'y a pas assez de personnel, en laissant une facture à la charge de ces personnes qui est trop élevée. C'est la raison pour laquelle, là encore, je pose des exigences. Parce que c'est dans ce monde-là que le 8 mai au matin, nous allons nous réveiller. Est-ce que nous voulons qu'il soit plus protecteur des plus vulnérables? Est-ce que nous voulons avoir des garanties de services publics, notamment au milieu rural? Est-ce qu'on en parle encore?
on n'a pas de médecins, il n'y a plus d'écoles, les gares ferment et il n'y a plus de chemin de fer. On se retrouve en situation où même les commerces de proximité s'en vont. Et il y a même un point commun entre les territoires ruraux et les banlieues où j'étais aujourd'hui. Et moi, je veux que sur ces questions-là, il y ait des garanties services publics universels. C'est cela qu'il faudra faire le 8 mai. Et c'est pas se retrouver dans une situation où on constate qu'avec un François Fillon, on fait un plan social de 500 000 fonctionnaires, et peut-être avec Jean-Luc Mélenchon, on se retrouve sur un chemin qui nous conduise hors d'Europe. Précisément, parlons d'autres candidats. Aujourd'hui, dans une interview à nos confrères du Point, François Hollande dit que la politique a besoin de renouvellement, en évoquant de manière transparente Emmanuel Macron. Ça veut dire que François Hollande a choisi, ça y est. Bah si c'est son choix, c'est son choix. Que voulez-vous que je vous dise ? Moi, je considère aujourd'hui que ça n'est pas le renouvellement Emmanuel Macron. 120 000 fonctionnaires en moins, réduire les services publics locaux, vous aurez quoi ? Moins d'ATSEM dans les écoles, moins de policiers municipaux, vous aurez demain moins de personnel dans les maisons de retraite, moins d'aides-soignantes. Mais ça vous attriste qu'un homme qui appartient au même parti que vous, François Hollande... En tout cas, je conteste qu'Emmanuel Macron renouvelle quoi que ce soit. Je pense aujourd'hui qu'il recycle de vieilles idées de gauche, de vieilles idées de droite qui n'ont pas marché et qui visaient à penser quoi ? Que par l'austérité, la rigueur, la baisse de la dépense publique, on s'en sortirait. Est-ce qu'on a eu la croissance ? Non. Est-ce qu'on a eu moins de chômage ? Non. Est-ce qu'on a eu moins d'inégalités ? J'étais en banlieue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on demande en banlieue ? Non, mais qu'est-ce qu'on demande en banlieue concrètement ? Le droit à l'éducation. Parce que quand on est une famille modeste, on aspire à ce que ses enfants réussissent mieux que soi. Eh bien, voilà des questions sur lesquelles vous avez commencé largement à en parler, mais être offensif. On va se pencher quand même sur votre programme. À quoi ressemblerait votre France idéale en 2022 ? Réponse avec Julien Beaumont. En 2022, dans la France de Benoît Hamon, le chômage serait à 5,8%. Pour arriver à ce résultat, le président Hamon aurait d'abord redonné 35 milliards d'euros de pouvoir d'achat avec le revenu universel d'existence pour tous ceux qui gagnent moins de 2200 euros, soit 19 millions de Français. Il aurait aussi augmenté le SMIC, les minima sociaux et le minimum vieillesse. Et ce, grâce à des recettes nouvelles. D'abord une taxe qui aurait rapporté 5 milliards d'euros sur les super profits des banques, 11 milliards récupérés grâce à la lutte contre l'évasion fiscale, mais aussi des économies sur les dépenses de l'État. De quoi dégager des marges de manœuvre pour son budget, hausse des crédits pour la défense, 9000 policiers et gendarmes de plus, et enfin embauche de 40 000 professeurs pour accompagner sa réforme de l'enseignement. Dans un scénario idéal, le service public a été renforcé, avec 1500 maisons de santé créées pour lutter contre les déserts médicaux. Enfin, nos villes ont bien changé grâce aux 100 milliards d'euros débloqués pour la rénovation urbaine et thermique. Dans votre programme, Benoît Hamon, vous promettez la création d'1 million d'emplois grâce à ce que vous appelez la relance. La relance, on l'a essayé, François Mitterrand en 1981, ça n'a pas marché. Avec une grosse différence. Et vous dites, en 2017, ça va marcher. Pourquoi ça marcherait alors que ça n'a pas marché ? On va rentrer dans le détail de l'économie, mais aujourd'hui, nous sous-utilisons nos capacités de production, ce qui n'était pas le cas en 81. On a fait donc une relance qui n'a pas fonctionné, parce qu'aujourd'hui, la capacité que nous avons à mieux utiliser nos capacités de production permet justement de faire le pari de la relance. La relance, c'est quoi ? C'est assez simple. C'est que selon une règle élémentaire, vous donnez 100 euros à quelqu'un qui n'a pas beaucoup, ces 100 euros, il les consomme. Vous donnez 100 euros en baissant par exemple l'ISF, voire même plus, à quelqu'un qui est riche, ces 100 euros, il les épargnera. Eh bien moi, je vais avoir une politique de relance du pouvoir d'achat de celles et ceux qui ont besoin de consommer pour mieux vivre, mieux se loger, mieux s'habiller, partir en vacances, en clair, améliorer leur quotidien. Et ce choix-là est destiné à quoi ? Améliorer le carnet de commandes de nos entreprises et donc créer des emplois. C'est le moment aujourd'hui de relancer le pouvoir d'achat. On s'est beaucoup serré la ceinture en France quand même depuis 10 ans, vous ne trouvez pas ? On a mis 40 milliards d'euros pour aider les entreprises à restaurer leurs marges. Ça a été fait sous le dernier quinquennat. Je propose 35 milliards d'euros pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages, moins que ce que nous avons mis sur la table pour les entreprises. Mais vous avez vous-même augmenté quelque chose de parfaitement. Il y a quelque chose de. Non, moi mon programme n'augmente pas à 1 euro. Vous avez au passé, quand vous étiez ministre, augmenté moi quand j'étais les impôts de 35 milliards sur les ménages. Non mais il y a eu des choix politiques qui ont été faits dans le précédent quinquennat. Moi en tout cas, le projet sur lequel je m'engage comme candidat à l'élection présidentielle est financé à l'euro près, sans 1 euro supplémentaire prélevé sur les ménages par l'impôt. Alors, vous êtes un des seuls à écrire noir sur blanc dans votre programme la lutte contre les inégalités salariales hommes-femmes. Elles sont aujourd'hui de 19%, c'est énorme. Comment espérez-vous enfin régler ce problème ? Contre pragmatique. Il faut être un peu plus dissuasif. En clair, si les entreprises finalement ne se fixent pas d'objectifs en termes de résultats, qu'elles ne se donnent pas les moyens d'arriver à cette égalité-là, je pense qu'il faut faire la même chose que ce que moi j'ai fait quand j'étais ministre de la Consommation. J'ai observé qu'il y avait un certain nombre d'infractions commises par des entreprises pour lesquelles les peines étaient si basses que finalement c'était une incitation à payer les amendes plutôt qu'à respecter la loi. Bien, il y a parfois
la dissuasion, ça vaut mieux que toutes les grandes leçons sur l'égalité femmes-hommes. Si un certain nombre d'entreprises ne veulent pas organiser ce rattrapage des salaires des femmes sur les hommes, je pense qu'il faut monter le niveau des pénalités, vous verrez, ce sera immédiatement incitatif. En règle générale, moi je ne suis pas pour mettre la pression sur les entreprises. Je pense qu'il y a des entreprises vertueuses qui créent de l'emploi, innovent, se préoccupent du bien-être de leurs salariés parce qu'elles pensent qu'un salarié bien au travail est un salarié plus productif. Mais il y en a d'autres qui délibérément tournent le dos à la loi, cherchent à échapper à l'impôt, jettent les salariés comme on jette les mouchoirs. Vis-à-vis de celle-là, je pense qu'il faut être vraiment impitoyable parce qu'on ne peut pas laisser aujourd'hui du profit se faire au prix ou de l'inégalité salariale ou de la souffrance au travail qui se développe dans notre pays. Et je le regrette et cela m'inquiète beaucoup. Monsieur Hamon, revenons, si vous le voulez, sur la mesure qui vous a distingué de tous les autres candidats ces mois derniers, c'est le revenu universel d'existence. À ce propos, nous sommes allés voir une femme, elle est responsable d'une association, d'un centre social dans un quartier populaire à Strasbourg. Écoutez-la. Bonjour, je m'appelle Jamila Adoum, j'ai 35 ans, je suis une habitante du quartier. Je fais également du rap avec mes 2 petits garçons sous le nom des Bibouches. Je suis aussi responsable du service jeunesse au centre social et culturel du Nord. Vous qui proposez le revenu universel, dans notre quartier, il y a beaucoup de monde qui se lève, qui cherche du travail, qui n'en trouve pas, qui subissent de la discrimination suite au faciès, au nom, à l'adresse. Et proposer le revenu universel, ce serait pas les pousser à baisser les bras et plutôt rester à la maison ? C'est exactement le contraire. Je vais prendre un Donc exemple. elle n'a pas compris. Non. Elle s'occupe de pas, jeunes, non, tous les jours. mais évidemment, mais je lui dis, la mesure que je propose, ça n'est pas cela. Aujourd'hui, une dame qu'elle doit connaître au Nehof à Strasbourg, qui par exemple est aide-soignante à mi-temps dans une maison de retraite, 600 € avec quelques heures supplémentaires, elle pourrait se dire, mais pourquoi je n'arrête pas de travailler ? Je pourrais bénéficier du RSA, c'est à peu près l'équivalent de ce que je gagne aujourd'hui. Eh bien, avec le revenu universel d'existence, sachez-le, vous aurez vos 600 € de salaire, plus presque 400 € supplémentaires. On revalorise le travail. Et ce n'est pas une incitation à arrêter de travailler, c'est au contraire une manière de dire, là où vous n'étiez pas assez payé, le revenu universel d'existence vient compléter votre salaire. Pour 19 millions de personnes, celles qui n'ont rien ont un droit à un minimum de 600 €. Celles qui travaillent jusqu'à 2200 € net par mois de salaire ont le droit à un complément pour augmenter leur pouvoir d'achat. C'est une revalorisation du travail. Au contraire, il y a là la volonté d'inscrire les personnes dans le travail plutôt qu'en dehors du travail. Alors vous êtes très attaché aux questions d'écologie et vous êtes en faveur d'une fiscalité verte, un système de bonus-malus sur la TVA qui varierait en fonction de l'empreinte environnementale des produits. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça pénalise le pouvoir d'achat des classes populaires qui achètent évidemment des produits sans doute moins chers et qui sont importés, qui viennent d'Asie par exemple ? Pas forcément, vous savez que ça ne pèse que pour 12% des consommations des ménages, donc les produits importés. Donc il ne faut pas non plus exagérer tout cela. Enfin, beaucoup plus que ça si on intègre la partie importée des voitures, des avions fabriqués en France. J'entends, mais ce que je pense, c'est que si nous voulons demain avoir un modèle de développement qui ne se traduise pas par exemple, pollution atmosphérique, 40 000 morts par an, liées aux particules fines, notamment liées au diesel, il faut faire des choix politiques. La question qui nous est posée à vous, à moi, comme à tous ceux qui nous regardent ce soir, c'est quel est le monde dans lequel nous voulons que nos enfants vivent ? Un monde respirable ou pas ? Nous constatons aujourd'hui que si nous ne prenons pas nos responsabilités, si nous sommes fragiles, influençables face au lobby, nous laisserons à nos enfants un monde qui va tellement se réchauffer, qui sera devenu tellement irrespirable, qu'il sera invivable. L'idée que je me fais de la responsabilité politique, pour le 8 mai au matin, c'est de faire en sorte justement que nous ayons une conversion de notre modèle économique vers des pratiques en termes de production et de consommation qui soient plus tempérantes, plus raisonnables, plus durables. Alors oui, il faudra adapter l'outil fiscal de telle manière à ce qu'il privilégie les biens qui viennent de moins loin, qui ont fait une moins grande distance, qui ne voient pas... pour les téléphones portables, les téléviseurs, les ordinateurs. Ça permettra des relocalisations. J'observe aujourd'hui qu'il y a un phénomène de relocalisation en Europe, et ce phénomène de relocalisation est notamment lié au principe des écluses aux frontières de l'Europe, qui permettrait justement de taxer davantage les produits qui viennent de loin, en particulier de Chine. Benoît Hamon, une autre mesure très remarquée, ce que vous appelez le 49.3 citoyen, concrètement, moins de 500 000 citoyens pourront soumettre à référendum une loi qui a déjà été votée par le Parlement, c'est-à-dire que le vote du Parlement ne pèsera plus rien. Non, c'est deux hypothèses. Ça peut être 500 000 personnes qui demandent qu'un texte soit examiné par le Parlement et qui demandent, comme par exemple sur la loi travail, qu'un texte voté par le Parlement, surtout si c'est par 49.3, le soit confirmé par référendum. Qui ne voit pas que sur un texte comme celui-là, quand je vois que M. Macron veut légiférer sur le Code du travail pour retirer des droits par ordonnance,
Mais c'est un recul démocratique incroyable. On vient de passer une loi travail par 49.3 qui était déjà un déni de démocratie à mes yeux. Je pense au contraire qu'il faut donner de la respiration à la démocratie. J'entends des critiques qui me disent « Oui, mais le peuple est en retard sur ses élites ». Je vais vous prendre un exemple. Sur la fin de vie, le droit à mourir dans la dignité. Les Français sont largement favorables à ce qu'on leur donne le droit à mourir dans la dignité. Ils sont bien en avance sur leurs élites. Arrêtons de croire que les Français sont en retard, moins progressistes, moins ouverts que leurs élites. J'ai souvent constaté dans mon expérience que c'était le contraire. On est nous-mêmes un petit peu en retard, pardon. On va poser maintenant une question sur la Syrie. Il y a quelques jours, les populations civiles ont été victimes d'une attaque chimique. Que pensez-vous de Donald Trump qui a ordonné une frappe unilatérale contre le régime de Bachar al-Assad? Est-ce qu'il a eu raison? Et est-ce que c'est important, par exemple, d'envoyer un tel message aux Russes? Moi, je pense qu'il faut s'inscrire dans la légalité internationale. On ne peut pas décider qu'on est le gendarme du monde comme ça. Il a eu tort. Et en même temps, je le dis, il n'y a pas de solution politique en Syrie avec Bachar el-Assad. Cet homme-là, je veux dire, que vaut notre campagne présidentielle? Ça veut dire oui, quoi? mais ça veut dire qu'il faut donc le sortir du jeu politique. Nous ne pouvons pas nous aligner. Non, je ne parle pas de l'éliminer physiquement. Sa place, elle est devant un tribunal pénal international. Et nous voir des dirigeants politiques qui pourraient diriger la France, demain, s'aligner derrière M. Poutine, qui lui maintient que Bachar el-Assad, c'est la solution en Syrie, mais qui ne voit pas qu'on choisit entre Bachar el-Assad qui gaze son propre peuple et ses enfants et Daesh, mais on choisit quoi? Moi, je refuse de choisir entre l'un ou l'autre. Je n'hiérarchise pas l'horreur et je considère qu'il n'y a ni solution pour la Syrie avec Daesh, ni solution avec Bachar el-Assad. Ce doit être le sens du message de la France. Et là encore, sans être un féodé au Kremlin et à M. Poutine, ni même aligné sur M. Trump. Il y a la place pour une diplomatie française forte. Je regrette qu'on ne l'ait pas assez entendu pendant cette campagne présidentielle. Benoît Hamon, comme tous les candidats qui vont s'asseoir et qui se sont déjà assis sur ce bureau, dans ce bureau, nous allons vous poser des questions qui font débat au sein de la société française, des questions qui reposent sur des questions de principe assez simples. Nous vous demandons d'y répondre très brièvement, si possible, par oui ou par non. Faut-il légaliser le cannabis? Oui. Je pense qu'on est dans le déni. La prohibition, ça ne marche pas. Les consommateurs augmentent et les meurtres et les morts liés au trafic qui minent certains de nos quartiers augmentent également. Donc je pense qu'il faut faire comme le Portugal, le Colorado, d'autres États, progressivement, mais y arriver. Faut-il reconnaître le vote blanc? Oui. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'on ne l'ait pas fait depuis plus tôt. Je pense que s'il y a une majorité de vote blanc, ça annule et reprogramme l'élection. Je vous repose, mais donc vous y répondrez très rapidement, une question à laquelle vous avez déjà répondu il y a un instant. Faut-il aller plus loin sur la question de l'euthanasie et donc légaliser ce qu'on appelle le suicide assisté? Oui, bon, c'est une question très intime. Mais je veux dire, c'est très intime. C'est pas ma position, c'est oui. Mais je respecte parfaitement ceux qui disent ou s'inquiètent de cela. Il faudra l'encadrer, mais oui, parce que je crois que ça n'est qu'un droit. Libre à chacun de l'utiliser, ce droit, et notamment de juger le moment où on ne se sent plus digne et le moment où on veut partir. Et je veux, oui, légaliser l'euthanasie. Faut-il interdire les signes religieux ostentatoires dans la rue? Non, mais on ne va pas faire une police du vêtement. La laïcité, elle se pose là, elle n'est la garantie que l'on puisse vivre ensemble. C'est le droit de croire et de ne pas croire, mais ceux qui veulent aujourd'hui interdire les signes religieux dans la rue, ce serait une remise en cause d'une liberté fondamentale. Non, non, je ne suis pas favorable à cela. Benoît Hamon, nous voudrions vous poser avec Anne-Claire 2 questions personnelles. Vous souhaitez être président de la République. Quelle est, à vos yeux, votre principale qualité et quel est votre point faible pour cette fonction, évidemment? Des miens, je tire, je crois, une qualité, la volonté. La volonté, c'est sans doute parce que je suis breton, pas la première tempête ou le premier vent qui m'émeut. Vous l'avez expérimenté ces dernières semaines. Oui, mais ça va au-delà. J'ai de la volonté et cette volonté, je veux la mettre au service des Français. Un point faible. Et le point faible? Il est peut-être lié à cela, c'est que parfois, on m'a reproché d'être un peu dur, ou trop dur. Et je crois que c'est effectivement un des défauts, c'est un peu dans l'air du temps, la bataille politique est parfois rude. Et je crois que parfois je suis un peu trop dur. Dans votre panthéon politique, y a-t-il un homme ou une femme qui vous sert de modèle, qui vous accompagne finalement dans cet engagement politique au quotidien? Oui, mais qui est plus qu'une référence politique, qui est une référence philosophique littéraire. C'est Albert Camus, je m'inscris dans cette pensée-là. Je la trouve lumineuse, rayonnante et surtout pleine d'espoir. Il a une formidable
des mots quand il évoque qu'au milieu de l'orage, il sait qu'en lui subsiste un invincible été. J'aimerais que la France sache qu'elle subsiste en elle, dans sa jeunesse, dans sa force, un invincible été, là où les menaces sont nombreuses. Et choisissons le 8 mai, en tout cas, le pari de la lumière plutôt que de l'obscurité. Benoît Hamon, si vous êtes élu président, ce palais de l'Élysée sera-t-il simplement votre bureau ou est-ce que vous comptez y habiter? Écoutez, je pense que quand on est président de la République, on l'est 24 heures sur 24. Et le palais de l'Élysée, c'est un lieu où l'on travaille et probablement où l'on dort. Moi, je pense que c'est parfaitement démago et parfaitement impensable d'imaginer qu'on puisse vivre en dehors de l'Élysée. Les Français sont attachés à ce palais. C'est un lieu et un symbole fort de la Ve République. C'est surtout celui où on dirige la nation et le destin du pays et de nos concitoyens. J'y travaillerai 24 heures sur 24, donc j'y habiterai. Merci beaucoup Benoît Hamon. Demain, dans ce fauteuil presque présidentiel, nous recevrons Nathalie Arthaud. Merci beaucoup Anne-Claire, à demain et très bonne soirée à tous.